Je m'appelle Élodie Martin. J'ai 32 ans. Et il y a 3 semaines, j'ai vu mon mari s'effondrer complètement dans notre salon. Le même salon où il avait passé des années à me rappeler que je ne serais jamais sa priorité. Je me souviens m'être tenue là, à le regarder, et à réaliser quelque chose qui aurait dû être évident depuis longtemps, que j'avais passé 7 ans à essayer de gagner une place dans une vie où je n'étais jamais censée appartenir. Et quand il a eu le plus besoin de moi, quand tout s'écroulait autour de lui, j'ai dit une seule phrase qui a tout changé entre nous. Et je ne l'ai pas regretté alors, et je ne le regrette pas maintenant. Quand j'ai rencontré Julien, je pensais avoir trouvé quelqu'un de stable. Il était chaleureux, attentif, le genre d'homme qui vous fait vous sentir unique même dans une pièce pleine de monde. Nous avions tous les deux 24 ans, nous cherchions tous les deux notre voie, nous voulions tous les deux quelque chose de réel. Je suis tombée amoureuse de lui rapidement, plus vite que je ne l'aurais probablement dû, mais cela semblait juste. Nous sommes sortis ensemble pendant 1 an, nous nous sommes mariés 8 mois plus tard, et au début, tout ressemblait exactement à ce que c'était censé être. Il y avait des dîners, des projets de week-end, des nuits calmes où nous parlions de l'avenir, comme si c'était quelque chose que nous construisions ensemble. Le problème n'est pas apparu d'un coup. Il s'est glissé furtivement. La famille de Julien était soudée. C'est ainsi qu'il l'appelait, soudée. Ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est que soudé dans son monde signifiait qu'il n'y avait aucune limite. Ses parents, son frère aîné Romain et sa petite sœur Léa faisaient partie de tout, pas seulement des vacances ou des grandes décisions. De tout. Ce que nous faisions le week-end, comment nous dépensions notre argent, où nous allions, même ce sur quoi nous nous disputions. Et Julien ne s'y opposait jamais. Pas une seule fois. La première fois que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas, c'était environ 4 mois après notre mariage. Nous avions prévu un voyage, juste tous les deux, dans un petit gîte au bord de la côte en Bretagne. Je l'attendais avec impatience depuis des semaines, comptant les jours comme si cela signifiait quelque chose de plus grand qu'une simple escapade. Puis 2 jours avant notre départ, Julien est rentré à la maison avec ce regard, celui qui précédait toujours quelque chose que je n'allais pas aimer. Ma mère a appelé, a-t-il dit. C'était tout ce qu'il fallait. Je savais déjà. Qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Romain traverse une période difficile. Sa copine l'a quitté. Maman pense que nous devrions tous aller dans la maison de campagne en Normandie ce week-end à la place. Pour être là pour lui. Je l'ai dévisagé. Nous avons prévu cela depuis 2 mois, ai-je dit lentement. Nous avons déjà tout payé. Je sais, a-t-il dit, mais il n'avait pas l'air partagé. Mais il a vraiment besoin de nous. Ta mère pense qu'il a besoin de toi, ai-je corrigé. Il a hésité, puis il l'a dit. Ma famille passe en premier. Tu le savais quand tu m'as épousée. Cette phrase ne ressemblait pas à une simple déclaration. Cela ressemblait à une loi. Je n'ai pas discuté. J'ai appelé le gîte. J'ai perdu la moitié de la caution, j'ai fait une autre valise et j'ai passé 4 jours assise dans une maison de campagne à regarder son frère bouder, tandis que sa mère le traitait comme s'il était la victime d'une tragédie au lieu d'une simple rupture de plus. C'est devenu le modèle habituel. Chaque fête appartenait à sa famille. Quand mon père s'est retrouvé à l'hôpital à Lyon, Julien n'a pas pu venir avec moi parce que Léa faisait une crise de nerfs au travail et avait besoin de soutien. Quand j'ai obtenu ma promotion au poste de chef de projet et que j'ai voulu fêter ça, ses parents ont organisé un dîner de dernière minute et Julien m'a dit que nous pourrions fêter ma réussite une autre fois. Nous ne l'avons jamais fait. Le pire n'était pas le temps. C'était l'argent. Environ 2 ans après notre mariage, ses parents ont demandé un prêt, 20 000 € pour refaire la cuisine. Julien a dit cela comme si c'était raisonnable. C'est la moitié de nos économies, ai-je répondu. C'est la famille. Encore ce mot. La famille. Ils ont promis qu'ils rembourseraient. Ils ne l'ont pas fait. Chaque fois que j'en parlais, Julien devenait défensif. Ils m'ont aidé à grandir, disait-il, nous leur devons bien ça. Nous, sauf que je n'ai jamais eu l'impression que c'était nous. J'avais l'impression que c'était moi qui payais pour une cuisine que j'utilisais à peine. Puis est venue l'entreprise de Romain. 3 ans après notre mariage, il a eu une autre idée.
Une entreprise de paysagiste, sa grande chance. Il avait besoin d'argent pour démarrer. Julien est venu me voir tout excité. Cela pourrait être son truc. Combien, ai-je demandé. 35 000 euros. J'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était impossible. Nous n'avons pas cette somme. Nous pourrions faire un crédit. Non, ai-je dit fermement. Je ne vais pas m'endetter pour ton frère. Ce fut notre première vraie dispute. Il a dit que je ne comprenais pas la famille. J'ai dit qu'il ne comprenait pas les limites. Nous ne nous sommes pas parlé pendant 2 jours. Ses parents ont fini par se porter caution pour Romain à la place. Mais quelque chose entre nous a changé après cela. Il ne me regardait plus de la même façon, comme si j'avais échoué à un test invisible. La nuit où tout a basculé est arrivée il y a 4 mois. Nous dînions quand son téléphone a sonné. Sa mère. Il a répondu, a écouté, a hoché la tête, puis a raccroché et a dit qu'elle avait besoin d'aide pour la réunion de famille ce week-end. Je lui ai dit que nous prendrions en charge le traiteur. Combien? Environ 3 000 euros. Tu lui as dit que nous paierions 3 000 euros sans me demander mon avis. C'est la famille, a-t-il dit. Comme si cela expliquait tout. Nous avons des factures, ai-je dit, la voiture a besoin de réparation. Il n'a même pas hésité. Ma famille passe toujours en premier, a-t-il dit. Cela a toujours été le cas. Ce sera toujours le cas. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et quelque chose en moi s'est arrêté. Pas de colère, pas de lutte, juste une clarté absolue. Alors j'ai souri. Tu as raison, ai-je dit. Je comprends. Il a eu l'air surpris, soulagé, comme si la dispute qu'il attendait n'était jamais venue. Il s'est remis à manger. Et cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai commencé à tout changer. Cette nuit-là n'a pas semblé dramatique. Il n'y a pas eu de pleurs, pas de confrontation, pas de moment où j'ai fait mon sac ou claqué une porte. Julien s'est endormi comme il le faisait toujours, rapidement, facilement, comme si rien au monde n'avait bougé. Mais je suis restée éveillée, assise au bord du lit avec mon ordinateur portable ouvert, fixant des chiffres qui semblaient soudain différents de la veille. Ce n'était pas l'argent lui-même qui avait changé. C'était ma compréhension de celui-ci. Pour la première fois, je ne regardais pas nos finances comme quelque chose de partagé, de fluide, de flexible pour la famille. Je les regardais comme quelque chose qui avait besoin de protection. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire cette nuit-là. Une banque différente, un identifiant différent, aucun lien avec quoi que ce soit que Julien puisse voir ou accéder. Je ne me suis pas précipitée. Je n'ai pas tout déplacé d'un coup. Cela aurait soulevé des questions, et je n'étais pas encore prête pour les questions. Au lieu de cela, j'ai commencé petit, silencieusement, avec précision. Mon salaire suivant est allé sur le nouveau compte. J'ai dit à Julien que mon entreprise avait mis à jour les systèmes de paie, quelque chose à propos d'une restructuration interne. Il a à peine levé les yeux de son téléphone quand je l'ai dit. Cela aurait dû faire plus mal, mais à ce stade, cela confirmait simplement ce que je savais déjà. Il me faisait confiance pour tout gérer parce qu'il ne pensait pas avoir besoin d'y prêter attention. Puis j'ai commencé à documenter, non pas parce que je voulais me venger, mais parce que j'avais besoin de clarté. Chaque demande d'argent, chaque urgence, chaque fois qu'on me disait que la famille passait en premier, les dates, les montants, les conversations. C'était étrange au début, comme si j'étais en train de réécrire mon propre mariage en quelque chose de transactionnel. Mais plus j'écrivais, plus le schéma devenait clair. Ce n'était pas aléatoire. Ce n'était pas occasionnel. C'était constant, un système où je donnais, donnais et donnais encore. Et l'attente était que je ne m'arrêterais jamais. Une semaine plus tard, j'ai appelé une avocate. Son nom était Maître Lefebvre. Je me suis assise dans son bureau, les mains croisées sur les genoux, expliquant tout aussi calmement que possible. Les prêts, les projets annulés, la pression, la phrase qui était devenue le fondement de mon mariage. Ma famille passe toujours en premier. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, elle s'est adossée à son siège et a dit que la bonne nouvelle était que j'avais un schéma financier clair.
La mauvaise nouvelle était que la majeure partie de ce que j'avais donné serait considérée comme des cadeaux. J'ai hoché la tête. Je le savais déjà. Je n'essaie pas de le récupérer, ai-je dit. Je veux juste arrêter d'en perdre davantage. Elle m'a étudié un moment. Alors vous devez vous séparer complètement, a-t-elle dit. Les finances d'abord. Tout le reste suit. Ce mot encore, séparer. Cela ne ressemblait pas à une menace. Cela ressemblait à un plan. Au cours des semaines suivantes, je suis devenue quelqu'un que Julien ne reconnaissait pas, même si je paraissais exactement la même. Je souriais au bon moment. J'assistais aux événements familiaux. J'ai payé la facture du traiteur pour la réunion sans dire un mot. Mais à l'intérieur, je comptais, je suivais, je préparais. Et Julien, il ne remarquait rien. Ou peut-être qu'il ne voulait pas. Parce que remarquer aurait signifié reconnaître que quelque chose n'allait pas. Et tant que je continuais à jouer mon rôle, rien ne l'obligeait à le faire. 2 mois après mon moment de compréhension, tout a commencé à craquer. L'entreprise de Romain a fait faillite complètement. Ce n'était une surprise pour personne qui avait prêté attention, mais c'était dévastateur pour les personnes qui ne l'avaient pas fait. Il n'a pas pu rembourser le prêt, et parce que les parents de Julien s'étaient portés caution, la dette n'a pas disparu. Elle a été transférée, 40 000 €. La banque ne se souciait pas de la famille. La banque se souciait des paiements. Julien est rentré à la maison ce soir-là comme si quelqu'un avait dérobé le sol sous ses pieds. Il pourrait perdre la maison, a-t-il dit. Je me tenais dans la cuisine, les mains posées sur le plan de travail. Nous devons aider, a-t-il ajouté rapidement. Peut-être que nous pouvons refinancer la voiture. Libérer un peu de liquidité. Non. Le mot est sorti avant que j'aie le temps de l'adoucir. Il a cligné des yeux. Quoi? Nous ne pouvons pas absorber ça, ai-je dit calmement. Nous gérons à peine nos propres dépenses telles quelles. Mais c'est ma famille. C'est toujours ta famille, ai-je interrompu. Le silence qui a suivi était tranchant. Quand est-ce que ça devient nous, ai-je demandé doucement. Il m'a regardé comme si j'avais dit quelque chose de déraisonnable. Ils ont besoin de nous, a-t-il dit. Et j'avais besoin de toi, ai-je répondu. Cela l'a arrêté juste une seconde. Puis son expression s'est durcie. Tu es froide. J'ai presque souri. Non, ai-je dit, je suis honnête. J'ai sorti mon téléphone. Veux-tu que je lise la liste, ai-je demandé. Chaque fois que ta famille a eu besoin de quelque chose, chaque fois que nous avons donné, chaque fois que j'ai dit oui. Son visage a changé. Tu as tenu un compte. J'ai dû le faire, ai-je dit, parce que personne d'autre ne le faisait. Il n'a pas discuté après cela. Il a pris ses clés et est parti. Il est resté chez ses parents pendant 3 jours. Quand il est revenu, il ne s'est pas excusé. Il n'a reconnu rien de ce que j'avais dit. Il m'a juste regardé et a dit, j'aiderai toujours ma famille. C'est qui je suis. Et pour la première fois, je l'ai cru. Pas comme une promesse, mais comme une limite. Nous avons arrêté de nous disputer après cela. Pas parce que les choses allaient mieux, mais parce qu'il n'y avait plus rien sur quoi débattre. Nous circulions dans la maison comme des étrangers qui se connaissaient trop bien. Polis, silencieux, attentifs à ne rien toucher qui puisse déclencher quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulait terminer. Mais sous ce silence, tout avait déjà changé, et il ne le voyait toujours pas. L'urgence est survenue 6 semaines plus tard. C'était le genre d'appel qui ne vous laisse pas le temps de réfléchir, seulement de réagir. J'étais au travail quand mon téléphone a sonné, et au moment où j'ai entendu la voix de Julien, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il n'était pas calme, il n'était pas maître de lui, il n'était pas la version de lui-même qui semblait toujours si certaine de ses priorités. Il paniquait. C'est Léa, a-t-il dit, ses mots se brisant. Elle a eu un accident de voiture. Elle est en chirurgie. Je ne peux pas y aller. Ma voiture ne démarre pas. S'il te plaît, Élodie, j'ai besoin de toi. Je prenais déjà mes clés. Je serai là dans 20 minutes. Quand je suis arrivée dans l'allée, il a couru dehors avant même que j'aie coupé le moteur.
Il est monté sur le siège passager, respirant fort, les mains tremblantes. Et pendant une seconde, j'ai revu l'homme que j'avais épousé. Pas celui qui avait passé des années à choisir tout le monde sauf moi, mais celui qui me regardait autrefois comme si j'étais sa partenaire. Merci, a-t-il dit. S'il te plaît, roule. J'ai conduit vite. Il a appelé sa mère en haut-parleur pour avoir des nouvelles. Léa était toujours au bloc. Des blessures graves, mais ses jours n'étaient pas en danger. Un conducteur ivre avait brûlé un feu rouge. Sa voix s'adoucissait quand il lui parlait. Attentionné, attentif, exactement de la manière dont je souhaitais autrefois qu'il le soit avec moi. À mi-chemin, il a tendu la main et a pris la mienne. Je sais que les choses ont été difficiles entre nous, a-t-il dit doucement. Mais merci d'être là. Je sais que je peux toujours compter sur toi. Quelque chose dans la façon dont il l'a dit. La certitude, la présomption, a fait que quelque chose en moi s'est arrêté. J'ai garé la voiture sur le côté. Qu'est-ce que tu fais ? A-t-il demandé immédiatement. Nous devons aller à l'hôpital. Je sais, ai-je dit, mais je dois dire quelque chose d'abord. Il m'a regardé confus, impatient. Tu as dit que tu pouvais toujours compter sur moi, ai-je continué. Parce que c'est le cas, a-t-il dit, toi toujours. Mais quand était-ce la dernière fois que je pouvais compter sur toi ? C'était le moment où tout nous a rattrapés. Il a cligné des yeux. Quoi ? Quand mon père était à l'hôpital, ai-je dit, ma voix était stable. Tu n'étais pas là. Quand j'ai perdu ce gros client au travail, tu étais occupé à aider ta mère à organiser l'anniversaire de Léa. Chaque fois que j'avais besoin que tu me choisisses, tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas juste. Tu m'as dit que ta famille passait toujours en premier, ai-je dit. C'étaient tes mots, pas les miens. Son expression est passée de la frustration à quelque chose de plus proche d'une prise de conscience. Je n'allais jamais être ta famille, ai-je ajouté doucement. Pas de la manière qui compte. Il a dégluti. Je suis là maintenant, a-t-il dit. Est-ce que ça ne compte pas ? Tu es là parce que tu as besoin de quelque chose, ai-je répondu. C'est la seule fois où tu viens vers moi. Le silence dans la voiture semblait plus lourd que tout ce que nous avions dit auparavant. J'ai recommencé à conduire. Je vais t'emmener à l'hôpital, ai-je dit. Je resterai avec toi. Mais quand ce sera fini, j'en aurai terminé. Il n'a pas répondu. Et pour une fois, il n'a pas discuté. L'hôpital était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Des lumières vives, trop de bruit, trop de gens essayant de rester calmes. Je suis restée 6 heures, j'ai pris des cafés pour ses parents, je me suis assise dans la salle d'attente, j'ai laissé Julien s'appuyer sur moi quand il en avait besoin. Ses parents ont à peine reconnu que j'étais là. Pas par cruauté intentionnelle, mais juste parce qu'ils avaient l'habitude que j'existe en arrière-plan. Léa s'en est sortie. Une jambe cassée, une commotion cérébrale, des ecchymoses internes. Elle allait s'en remettre. Tout le monde a pleuré. Tout le monde s'est embrassé. Et au milieu de tout cela, j'ai réalisé quelque chose d'étrange. Je me sentais séparée, comme si je regardais la scène se produire au lieu d'en faire partie. Le lendemain matin, Julien a agi comme si rien n'avait changé. Il a préparé le petit déjeuner, a parlé du rétablissement de Léa, m'a demandé si je pouvais le ramener à l'hôpital. Non, ai-je dit. Il a levé les yeux, confus. Quoi ? J'ai des choses à faire, ai-je répondu en prenant mes clés. Tu peux prendre un VTC ou demander à tes parents. Il m'a regardé comme s'il ne reconnaissait pas la réponse. Je pensais ce que j'ai dit, ai-je ajouté. C'est fini. Ce fut le début de la fin. J'ai emménagé dans la chambre d'amis cette semaine-là. Pas de manière dramatique, pas de manière colérique, juste de manière pratique. J'ai revu Maître Lefebvre, j'ai préparé les papiers, j'ai tout mis en ordre. Julien ne s'est pas battu au début. Il est resté dans le déni. Comme si s'il ne reconnaissait pas ce qui se passait, cela pourrait s'inverser tout seul. Puis sa mère m'a appelé directement. Je ne sais pas ce que tu penses faire, a-t-elle dit, sa voix était tranchante. Mais tu dois arrêter ça. Julien est dévasté.
Avec tout mon respect, ai-je dit, cela se passe entre moi et mon mari. Tu l'abandonnes alors que sa sœur est à l'hôpital. Je l'ai conduit là-bas, ai-je dit. Je suis restée. J'étais là. Mais je ne continuerai pas à me sacrifier pour régler les problèmes que votre famille crée. Il y a eu une pause. Puis j'ai continué, les 20 000 € pour votre cuisine, les 3 000 € pour la réunion, les années de week-end, l'argent, le temps. J'ai donné tout ce que j'avais, et on m'a quand même dit que je ne passerais jamais en premier. Silence. Je ne suis pas la méchante ici, ai-je dit doucement. Je suis juste celle qui a fini par s'arrêter. J'ai raccroché. Le divorce a été finalisé 3 semaines plus tard. Julien est venu à mon appartement une fois, les larmes aux yeux. Je vais changer, a-t-il dit. Je fixerai des limites. Je ne réalisais pas à quel point je te faisais du mal. Tu ne réalisais pas parce que tu n'as jamais demandé, ai-je répondu. Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Nous avons tous les deux échoué, ai-je dit. Mais je ne peux plus espérer que tu deviennes quelqu'un que tu n'as jamais été. Il a pleuré. Pas moi. Parce que j'avais déjà fait le deuil de ce mariage bien avant qu'il ne prenne fin officiellement. Après son départ, je me suis assise dans mon appartement, le calme régnait. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. Un soulagement. Cette histoire nous rappelle cruellement que dans un couple, la loyauté ne doit pas être à sens unique et que le respect des limites personnelles est le socle de toute relation saine. Trop souvent, nous acceptons de nous effacer derrière les besoins d'une belle famille envahissante ou d'un partenaire qui ne sait pas dire non, pensant que notre patience finira par être récompensée. Mais comme Élodie, beaucoup finissent par comprendre que l'on ne peut pas construire un avenir sur un terrain où l'on n'est qu'une option secondaire. La véritable force ne réside pas dans le sacrifice perpétuel, mais dans le courage de dire stop quand notre dignité et notre bien-être sont en jeu. Le processus de détachement émotionnel qu'elle décrit montre que la fin d'une relation commence souvent bien avant la signature des papiers officiels, au moment précis où l'on cesse de se battre pour être vu. C'est une réflexion profonde sur l'autonomie financière et émotionnelle au sein du mariage. Et vous, pensez-vous qu'il soit possible de sauver un mariage quand la belle famille prend toute la place, ou est-ce que le